Le triomphe d'Anora. Bon, alors déjà les amis, bon vous le savez, hein, hier c'était les Oscars 2025 et on a eu droit à une cérémonie qui était quand même assez fade, on va pas se mentir. Une cérémonie sans aucun temps fort, une cérémonie qui représente parfaitement ce que le regretté William Friedkin disait de l'Académie et des Oscars en général en fait, qui était selon lui, et je trouve que c'est quand même des mots très justes, le plus grand plan de promotion de l'industrie pour elle-même. Cette année, tout était quand même assez maîtrisé, tout était quand même assez loin des polémiques, à un point vraiment, enfin quand je dis maîtrisé, je vais même dire complètement lisse, complètement édulcoré. Je pense que le moment le plus subversif des Oscars, c'est quand Adam Sandler s'est retrouvé en survêt à la cérémonie, ce qui est assez dommage quand on rentre en 2025 et qu'on a quand même beaucoup de choses qui se passent dans le monde, hein, honnêtement. Mais bon, si on comptait sur les Oscars pour dénoncer ou exprimer des vraies choses, de toute façon je pense qu'on aurait fait fausse route depuis le début, hein. Et même un hommage, un peu plus maîtrisé, un peu plus grandiose au meilleur cinéaste américain de ces 60 dernières années, c'est-à-dire David Lynch, ça aurait pas été le refus. Même aussi si les Oscars semblent ne pas connaître Alain Delon, Bertrand Blier ou Michel Blanc, qui ont carrément été snobés dans leur in memoriam, mais de toute façon, tout était très hollywoodien, parce que c'est les Oscars, et les Oscars c'est avant tout, faut l'assimiler, une célébration du cinéma hollywoodien. Et même si t'es étranger et que tu te fais accepter par cette industrie, faut se rappeler de l'exemple de Bong Joon-ho, d'ailleurs, demain, critique sur la chaîne de Mikey17, que j'ai pu voir et qui est absolument incroyable, mais vraiment il y a beaucoup de choses à en dire, je pense que vous êtes pas prêts. Parce qu'on est sur un film qui prend tout le monde à contre-pied, y compris ses producteurs, celui-là je pense qu'on va pas le voir aux Oscars 2026 honnêtement. Mais bref, quand Bong Joon-ho avait gagné, c'était juste parce que Hollywood l'a accepté dans son monde, lui a fait l'honneur de l'accepter dans son monde, et c'est complètement ce que Bong Joon-ho critique et défonce dans Mikey17 d'ailleurs, vraiment vous allez voir c'est incroyable. Mais bref, les Oscars, c'est Hollywood. Gagner un Oscar, ça veut dire qu'Hollywood accepte dans sa grande mansuétude de t'accepter dans ce monde, et bien souvent gagner un Oscar ça n'a rien à voir avec une quelconque considération artistique, faut bien avoir ça en tête avant qu'on parle de cette édition 2025. C'est du lobbying, et le lobbying il est complètement assumé. Bon alors, il y en avait quand même deux qui étaient les grands patrons du lobbying, c'était les frères Weinstein, bon... eux, c'est ciao, mais la tradition elle existe encore aujourd'hui, et le grand maître aujourd'hui et ces dernières années, c'est Neon Distribution, qui était le distributeur de Anatomie d'une chute, et on se souvient de l'énorme lobbying qu'ils avaient fait dans la course aux Oscars, en posant des questions letterbox au chien, en mettant le chien en avant avec les fausses pattes qui applaudissent, enfin vraiment il y avait un lobbying de fou furieux sur Anatomie d'une chute. What do you have to say to the Letterboxd community who loves you so much? Et Neon Distribution, c'est une des boîtes de distribution les plus en vue actuellement aux États-Unis. Vous allez voir, ça a son importance. Surtout parce que Neon Distribution, c'est eux qui s'occupent de la distribution de Anora aux États-Unis. Anora, c'est un film que j'ai trouvé être assez plaisant, malgré quelques choix narratifs hasardeux, notamment une première partie qui enchaîne un peu les clichés et qui traîne vraiment en longueur, même si cette première partie elle est nécessaire à cette déconstruction du mythe de Cendrillon. En fait, j'ai quand même eu l'impression d'être face à un film qui ne lâche jamais vraiment les chevaux, mais bon, je suis pas là pour vous parler d'un film réussi mais qui mérite vraiment pas d'être considéré comme le pionnier, à mon sens, de l'année 2025, qui est une année de fou cinématographiquement. Je vais parler d'un palmarès qui est quand même assez aberrant à mon sens, mais qui est quand même aussi extrêmement prévisible, vous allez comprendre pourquoi. Et je veux dire, dès les nominations, avec l'espèce d'oubli complètement dingo de Conclave à la photographie ou de Challengers à la musique, avec une catégorie meilleur acteur qui est franchement moyenne, Adrien Brody étant peut-être, oui, le meilleur de cette catégorie, mais loin d'être le meilleur acteur de l'année, hein, faut arrêter. Juste le meilleur acteur des quelques films que les Césars l'ont vu, c'est tout. Et encore, pardon, mais Ralph Fiennes dans Conclave, pour moi, le méritait bien plus, mais c'est un autre débat. La nomination de Brody n'est pas un scandale, disons que ça se défend largement. Who do you mean? The people here, they do not want us here. Et du coup, le grand gagnant de cette soirée, c'est Anora. C'est Anora qui est reparti avec les grandes récompenses, et vous savez, ça n'a rien à voir avec le cinéma, le fait que Anora ait tout gagné. Preuve tout simple, il y a 3-4 semaines, c'était qui encore le grand favori des Oscars? Les amis, c'était Emilia Pérez. Emilia Pérez avait un lobbying de fou furieux qui était effectué par les seuls qui pouvaient réaliser avec Neon, qui pouvaient vraiment rivaliser avec le lobbying de Neon Distribution, c'est-à-dire Netflix. Netflix faisait un lobbying de fou furieux pour Emilia Pérez. Tout le monde le disait en tête des bookmakers, enfin vraiment, c'est le film le plus nominé, c'est le film qui avait tout pour plaire aux Oscars, très honnêtement. Et franchement, je pense que
si les choses s'étaient passées comme prévu, Emilia Pérez raflait tout. Sauf que pourquoi Emilia Pérez s'est fait complètement mettre de côté par les Oscars, qui l'envisageait très sérieusement comme étant le meilleur film, la meilleure photographie, les meilleurs décors, les meilleurs costumes, bref, des qualités purement cinématographiques objectives, bah parce que le lobbying n'existait plus, parce que le film a été lâché par Netflix, et parce que son actrice principale a fait des tweets complètement débiles, rassos, enfin vraiment des tweets de cons quoi, il y a quelques années. Des tweets évidemment, mais évidemment profondément condamnables, hein. Des tweets qui n'ont rien à voir avec la qualité cinématographique du film. Sauf que, après ces révélations, le film a largement disparu de toutes les des têtes, en fait, a complètement disparu des esprits, alors qu'il était vraiment promis à un triomphe aux Oscars. Je veux dire, est-ce que c'est pas une preuve, encore une, on en a 1000, qui détermine que ce qui fait les Oscars, bah c'est absolument pas le cinéma. Ce qui fait qu'un film va être récompensé ou pas n'a rien à voir avec sa qualité cinématographique. La qualité cinématographique, en fait, ils s'en foutent complet. D'un coup, t'as un film qui est favori des votants, qui récompense ses qualités cinématographiques sur le papier, puis qui, pour quelques tweets complètement débiles et complètement condamnables, se verrait d'un coup vidé de toutes ses qualités cinématographiques. Pourtant, ces tweets n'ont aucune réelle incidence sur la qualité du film, qui a tant plu aux votants, et qui bénéficiait de plusieurs millions de lobbying dépensés par Netflix. Je veux dire, pour moi, ça c'est encore une des preuves que le cinéma est tellement accessoire dans tout ce tintouin. Enfin, c'est une fraude en fait, les Oscars, faut le dire. Et c'est une fraude qui est énormément liée au profil des votants. On le sait, hein, pour les Oscars, je fais quand même une petite figure de rappel parce que c'est important de savoir comment ça marche réellement. Déjà, 90% des votants aux Oscars sont des Américains, 80% sont des mecs, et plus de la moitié, c'est 55%, ont plus de 60 ans. Donc tu comprends déjà que t'es dans une espèce d'auto-célébration entre élites qui sont hyper fiers d'elles et qui, ouais, s'auto-congratulent. Et la manière dont fonctionnent les Oscars, bah, ça favorise largement ça, parce que pour faire partie des Oscars, pour faire partie des votants, bah, faut que l'Académie te choisisse, et donc que tu correspondes aux critères voulus par l'Académie, qui sont quand même juste, globalement, de pouvoir plaire au public américain. Et la réalité, mais j'insiste là-dessus, parce que ça c'est pareil, c'est ultra important, c'est qu'il y a des témoignages de membres anonymes de l'Académie qui le disent clairement. En fait, tous les films ne sont pas du tout regardés par les votants. Personne ne regarde les 60 films présélectionnés pour les Oscars, et tout le monde vote pour leurs copains ou par intérêt, tout bêtement. Mais ça paraît évident, on semble enfoncer les portes ouvertes, mais il faut quand même le rappeler, parce que ça permet aussi, vous allez voir, de recontextualiser tout le triomphe à Nora. Et c'est aussi ce qui a disqualifié Emilia Pérez. En vrai, ça c'est vraiment juste l'Académie qui fait semblant d'être choquée, mais on sait bien que, bon, ce qui se passe en coulisses, c'est bien pire que quelques tweets, qui sont pourtant bien débiles et bien condamnables, mais c'est pas ces tweets qui ont disqualifié Emilia Pérez, c'est le fait que Netflix, suite à ces tweets, que Netflix ait dit à l'Académie, bah ok, vous pouvez ne pas voter pour Emilia Pérez, de toute façon, nous, on s'en désolidarise et on ne prendra pas contre nous. Tout comme ce qui a disqualifié The Substance, bah, c'est le fait qu'il soit distribué par Mubi, qui est quand même un petit distributeur à côté des grands mastodontes américains et hollywoodiens, et c'est cette idée aussi qui a fait exploser Anora, parce qu'Anora, voilà, Neon, comme je l'ai dit, c'est la boîte de distribution la plus en vue actuellement aux États-Unis, peut-être la plus puissante, et tout le monde veut l'avoir dans sa poche. Parmi les votants, tout le monde. Nice fucking God. Be a fucking man and talk to me. Et pourtant c'est con, parce que le fonctionnement des Oscars à la base, les amis, moi je trouve que c'est pas bête, hein. Parce qu'en gros, il y a 2 tours, et au premier tour, bah c'est pas mal, parce que chaque votant propose des films de sa catégorie. C'est-à-dire qu'un chef-op va proposer 5 films pour la meilleure photographie. Une chef déco va proposer 5 films pour le meilleur décor. Une chef costumière va proposer 5 films pour le meilleur costume. Donc oui, il y a du lobbying, il y a des partis pris là-dedans, évidemment, mais on reste quand même sur des gens qui sont quand même censés avoir des compétences dans l'idée de savoir quel film est récompensé. Il reste leur domaine de compétences, quoi. Donc le premier tour, tout va bien. Le problème, c'est qu'au deuxième tour, on fout tout ça en l'air, et tous les membres votent dans les 24 catégories, en fait. C'est-à-dire qu'un mec qui est mixeur son va pouvoir voter pour les meilleurs décors ou les meilleurs costumes. Tout le monde va voter sans distinction, avec la même voix, peu importe leur corps de métier, et là évidemment ça se gâte quoi. Et c'est là où ça n'a plus grand chose à voir avec du cinéma, et où les Oscars deviennent une sorte de vitrine, une vitrine de l'entre-soi clairement, particulièrement quand on parle des catégories majeures qui sont réal, meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure photo, où là le but c'est plutôt de montrer aux grandes distributions américaines qu'on veut se les mettre dans la poche, quoi. Parce qu'en vrai, honnêtement, je reviens sur Anora, à partir du moment où Anora était distribué par Neon Distribution sur le sol américain, en vrai, les amis, on le savait. Il y avait que Netflix qui pouvait concurrencer Neon Distribution sur le lobbying et sur vraiment la promo, mais Netflix est parti. À partir de là, Anora était le grand gagnant, et les autres films savaient très bien qu'ils allaient se partager que des récompenses techniques, ou qu'en tout cas ils étaient vraiment même plus en lice pour meilleur film, meilleur réal, clairement. Parce que Anora meilleur réal, les amis, bon... Enfin... J'ai rien contre le film, encore une fois, mais on n'est pas sur une proposition filmique audacieuse
un film qui a un message fort, on n'est pas sur un film qui révolutionne quoi que ce soit. C'est un film lisse, c'est un film qui dans sa mise en scène est très hollywoodien, c'est un film qui reste dans les clous, c'est un film qui est finalement tout ce qu'aime bien mettre en avant la bienséance des Oscars, quoi. Ваня, what the fuck? Ты женился на ней? Je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo de cette membre de l'académie qui voulait rester anonyme du coup, qui expliquait comment les votants votaient et pourquoi. Et elle entendait des phrases du genre, ça sert à rien de voter pour elle, elle est trop vieille. Elle entendait des phrases du genre, je préfère que ce soit un Américain qui gagne le meilleur réalisateur, donc même si j'ai aimé ce film, je voterai pas pour lui en meilleur réal parce que c'est un réal étranger. D'autant plus que, les Oscars récompensent les films qui parlent d'Hollywood, hein, ça c'est comme ça, c'est acté, je veux dire. C'est la seule raison pour laquelle un The Artist a pu exister aux Oscars, les amis, c'est parce que Weinstein plus célébration d'Hollywood, que le film soit un film français ou pas, on s'en fout, tant qu'on glorifie le cinéma américain, c'est tout ce qu'ils aiment. Mais à partir de là, du coup, quand tant de considérations politiques entrent en jeu, et c'est particulièrement le cas dans cette édition 2025, comment accorder ne serait-ce qu'un peu de crédit à tout ce tintouin des Oscars, vraiment? Concrètement, un Oscar, est-ce que ça sert pas juste à prouver que t'as eu la meilleure promo, t'as été le plus intelligent dans ton lobbying, et que t'as gagné le jeu des dîners et des plateaux télé en vrai? Et alors, je fais une petite, une petite aparté un peu rapide, parce que c'est important, je mets de côté tout ce que je viens de dire là, qui ne s'applique pas au court-métrage, parce que là, ça a un intérêt, je veux dire, un Oscar du court-métrage, c'est évidemment un tremplin énorme pour les boîtes de production, et qui sont généralement des jeunes producteurs, productrices, et qui du coup ont des jeunes boîtes de production qui produisent majoritairement du court-métrage, et qui, par un Oscar, prouvent qu'elles sont capables et à même de gérer des plus grands budgets, donc c'est un truc qui fait littéralement exploser leur boîte. Et d'ailleurs, je vous encourage à découvrir À l'ombre du cypress et I'm Not a Robot, qui sont les deux lauréats courts-métrages que j'ai vus. J'ai pas vu le meilleur court-métrage documentaire, mais qui sont très très réussis. C'est vraiment des courts-métrages assez géniaux, et franchement, si je veux être un peu taquin, plus d'idées de cinéma en 4 minutes que dans 2h30 d'Anora. Hein. Maar zou het eventueel ook zo kunnen zijn dat u ook echt een robot bent, zeg maar? Mais en tout cas, voilà, pour le reste des catégories hors court-métrage, pardon, mais les Oscars 2025, c'était extrêmement prévisible, mais c'est tout ce qu'il y a de plus lisse et de tout ce qu'il y a de peu... Enfin, c'est vraiment très très peu cinématographique, vraiment. Et c'est pour ça que je vous redirige vers ma vidéo où j'ai fait, elle est sortie hier, putain, en ce moment j'enchaîne quand même de manière assez folle, mais où j'ai refait mes Oscars, en fait. J'ai parlé de tous les films qui n'ont pas été nominés par l'Académie et qui sont pourtant largement meilleurs que tous les films qui ont même gagné la statuette hier, hein, honnêtement. En fait, j'ai refait mes Oscars, le lien est dans la description pour voir cette vidéo, pour accentuer aussi le côté, pour comprendre un peu ce qui se passe en coulisses. Je vous ai sorti il y a 1 an et demi une vidéo qui s'appelle Peut-on gagner un Oscar sans tricher? Pareil, le lien est en description et je parle un peu plus en détail de tout ce que je vous explique dans cette vidéo. Mais je voulais vous faire un petit retour à chaud sur ce fameux triomphe Anora qui est du coup à relativiser, évidemment, parce que c'est un triomphe qui n'est absolument pas cinématographique. Et j'ai presque envie de dire que par exemple une Demi Moore, en ayant été snobée, fera peut-être plus de bruit que Anora, vraiment. Et putain, ils ont oublié Alain Delon et Bertrand Blier dans le In Memoriam, quoi. C'est fou quand tu y réfléchis. Bref, les amis, on n'oublie pas de s'abonner à cette chaîne, on sort 2 à 3 vidéos par semaine. Demain, critique de Milky 17, le nouveau film de Bong Joon-ho avec Robert Pattinson. Vous allez voir, je vais en dire beaucoup de choses parce que c'est complètement fou ce film. Donc on s'abonne pour être sûr de ne rien rater. On me suit aussi sur Insta où je suis hyper actif et où je vous fais découvrir un peu toutes mes découvertes de films au quotidien. C'est vraiment le meilleur moyen de suivre Intercut. Petit Tipeee pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vraiment c'est la seule raison pour laquelle j'arrive à faire du Intercut à temps plein, c'est grâce à ce soutien sur Tipeee. Donc merci beaucoup à vous et n'importe quel petit don aide énormément. Les amis, on se retrouve très bientôt, on se retrouve dans 24 heures en fait, très concrètement. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.